Bien, bonjour. L'idée de cette vidéo, c'est qu'elle soit courte, c'est pour vous expliquer et revenir un peu sur l'antisémitisme dans le cadre de l'affaire Dreyfus et donc d'évoquer tout ce contexte de racisme et d'antisémitisme de la fin du 19e siècle, d'autant plus que le deuxième chapitre du thème sera consacré à l'empire colonial français et il est bien évident que le racisme est à la base du développement colonial. Alors, j'aimerais reprendre quelques textes, par exemple, que j'ai là avec moi, donc je lirai parfois une partie. À la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a le véritable essor des sciences, et en l'occurrence, vous avez l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, qui date de 1865, dans lequel Claude Bernard explique le sens de l'hypothèse, l'observation, la vérification expérimentale, etc., de sorte de parvenir à une théorie, et qu'une théorie, en fait, doit toujours être revérifiée avec l'évolution des connaissances et des observations. Parallèlement, vous avez les travaux de Charles Darwin, qui, par l'observation, va finalement aboutir à la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle des espèces, qui remet en cause beaucoup, en l'occurrence, la croyance selon laquelle, d'un point de vue religieux, l'homme est une création de Dieu. Par exemple, au début du XXe siècle, vous avez un naturaliste britannique, Gosse, qui dit: le deuxième chapitre de la Genèse n'affirmait-il pas que le firmament et la terre, ainsi que ses habitants, auraient été créés en 6 jours, et que le septième, Dieu avait achevé son travail. Les preuves d'une variation spontanée des formes intervenant au cours d'une immense étendue de temps semblaient irréfutables, mais elles devaient s'intégrer dans les 6 jours du travail du Créateur, sinon il fallait les rejeter. Donc, au bout du compte, ce qu'on observe à la fin du 19e siècle, ça va être une opposition entre au moins deux catégories de gens, ceux qui s'appuient sur la science pour défendre Darwin et la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle des espèces, j'insiste sur la notion d'espèce, et puis ceux qui, d'un point de vue purement religieux, vont rejeter effectivement les observations et les théories issues de la science dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans les livres. Je pense que c'est très important aussi pour l'époque contemporaine. Vous me suivez. Donc au XIXe siècle, vous avez une église chrétienne, mais c'est valable pour les autres religions, qui rejette donc les observations scientifiques. Pour autant, on assiste à un déclin de l'église et du religieux, puisqu'on va finalement avoir une autre observation du monde fondée donc sur l'observation scientifique et un certain nombre de théories. Alors, on va me dire pourquoi je parle des sciences. Parce que ce racisme qui va se développer à la fin du XIXe siècle, il a une dimension, une prétention en tout cas, scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux de Darwin, qui s'appliquent à des espèces qui évoluent au gré d'un temps long, un certain nombre vont essayer de découper les espèces en races, par exemple, et essayer donc d'appliquer le darwinisme à des sous-groupes. Et c'est là qu'effectivement qu'intervient la notion de racisme. Alors je vais vous donner par exemple, cité par Maurice Barrès, dont je vous parlais relativement à l'affaire Dreyfus, un extrait d'un point de vue d'un universitaire français à l'école des hautes études, il s'appelle Jules Soury, donc vous avez là le gratin des universitaires français de la fin du 19e, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: je crois que le juif est une race, bien plus une espèce. Je crois vraiment que le juif est né d'un anthropoïde spécial, comme le noir, le jaune ou le peu rouge. La race sémitique, comparée à la race indo-européenne, représente réellement une combinaison inférieure de la nature humaine. Donc, on voit bien à travers cet extrait que d'une part, il y a une espèce de confusion entre race et espèce, que c'est appliqué à l'humanité, et que Jules Soury, en fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il voit? Il dit: il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges, et il y a des blancs aussi. Et puis bon, il a un problème spécifique avec les juifs, parce qu'il ne rentrerait pas là sur les questions de couleur, mais j'y reviendrai plus tard.
On a donc comme ça une observation qui va se faire. Bon, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des blancs. Et mathématiquement et scientifiquement, dire c'est plus compliqué. Le noir il est différent du jaune, lequel est différent du rouge, lequel est différent du blanc. Mathématiquement, ce qui est différent est inégal, et ce qui est inégal peut être classé. Donc on va arriver comme ça à une espèce de construction d'une hiérarchie de pseudo-races à l'intérieur de l'humanité qui serait classée et hiérarchisée en fonction de l'apparence et de la couleur. Par exemple, je vais vous lire un extrait du dictionnaire Hachette. Qui dit quoi? Qui dit, toute fin du 19e, début 20e, il dit quel spectacle nous offre donc aujourd'hui l'humanité? Une variété infinie au point de vue de la couleur de la peau et des traits du visage, de la forme du crâne et des proportions du corps, de l'esprit, non moins que du sang, des phénomènes sociaux, des aptitudes, du degré atteint dans l'échelle de la civilisation. Et il poursuit. La race blanche, au profil harmonieux, régulier, progresse dans une activité fiévreuse, triomphe dans la science après avoir excellé dans les arts, s'efforce de plus en plus vers un idéal mesuré, raisonnable, pratique. La race jaune, épuisée sans doute d'avoir engendré une des premières civilisations et des plus anciennes philosophies, réagit partiellement contre un passé qui l'écrase et, hostile aux conceptions modernes, passe dans ces villes murées de jours gris, ombres diaphanes, d'aspect fragile, aux yeux bridés, au nez épaté, qui semblent vouloir se volatiliser parmi la fumée de l'opium. Sommeil, léthargie, où se préparent peut-être des forces nouvelles. La race rouge, sauvage à la façon des grands oiseaux de nuit que la lumière du jour éblouit, disparaît peu à peu d'un monde où la forêt vierge, où la place elle-même, lui sont de plus en plus mesurées. La race noire, enfin, la plus proche de la nature, brutale, solide, dans sa taille bien prise, la face et le crâne en bélier, le nez écrasé, l'œil bestial et la chevelure crépue disputent à l'invasion blanche ses villages, ses chasses, ses libertés. Ainsi, entre les quatre races qui peuplent la Terre, des différences profondes, physiques et morales existent, insondables, etc. etc. Donc voilà la perception donc, européocentrée, c'est-à-dire centrée sur les Européens blancs, donc perception raciste et avec des fondements pseudo-scientifiques fondés sur une observation des différences de couleur de peau à laquelle on va joindre des caractéristiques physiques, morales, plus ou moins élaborées, plus ou moins supérieures ou inférieures. Ce racisme scientifique, il est fondé sur la couleur de peau. En France, il est proposé par exemple par Gobineau, en Angleterre par Chamberlain. Ça traverse comme ça toutes les sociétés européennes à la fin du 19e siècle. Et surtout, l'argument, c'est que c'est scientifique et donc c'est une déformation, on va dire, de la pensée de Darwin. Toujours dans le dictionnaire sur, par exemple, donc les Noirs, donc dans un contexte de révolution industrielle, de colonisation, et alors ça va renforcer évidemment cette perception-là. Le dictionnaire Larousse, lui, dit c'est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l'espèce nègre est aussi intelligente que l'espèce blanche. Un fait incontestable et qui domine tous les autres, c'est qu'ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger, moins volumineux que celui de l'espèce blanche. Si les nègres se rapprochent de certaines espèces animales par leur forme anatomique, par leurs instincts grossiers, ils en diffèrent et se rapprochent des hommes blancs sous d'autres rapports dont nous devons tenir grand compte, etc. etc., etc. Donc voilà, c'est la culture dominante donc, qui s'impose avec l'identification en fonction de la couleur de peau, rouge, jaune, noir, blanche, de race dans l'espèce humaine, ce qui est une déformation totale de la théorie de Darwin. Et donc l'attribution d'un certain nombre de caractéristiques valorisantes ou au contraire dévalorisantes. C'est le fondement même du racisme, c'est ce que vous allez retrouver dans le nazisme, c'est ce que par exemple Hitler dans Mein Kampf appelle la conception raciste, fait place à la diverse valeur des races de l'humanité, elle ne croit nullement à leur égalité, mais au contraire à leur diversité et leurs valeurs plus ou moins élevées. Cette conférence lui confère l'obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne le monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d'exiger la subordination des mauvais et des faibles. Elle rend ainsi hommage au principe aristocratique de la nature et voit la valeur de cette loi jusqu'au dernier degré de l'échelle des êtres. Voilà, donc vous retrouvez ça complètement. Le nazisme a donc des racines dans cette fin du 19e siècle, des auteurs que j'apprécie beaucoup,
parle d'un terreau fertile au XIXe siècle qui va être comme ça construit et dans lequel le nazisme va pouvoir puiser, et notamment Hitler à travers Mein Kampf. Maintenant, j'en reviens aux juifs. Donc, du coup, les juifs vont être ni spécifiquement blancs, jaunes, noirs ou rouges, et donc on va pas rentrer dans cette combinaison-là, donc dans ce racisme scientifique, et c'est ce qui va distinguer effectivement racisme et antisémitisme, l'antisémitisme étant une forme de racisme, étant donc le racisme spécifiquement destiné aux juifs. Et donc la notion de sémite, antisémitisme, etc., ce sont des notions qui se construisent comme ça tout au long du XIXe siècle. Je parlais au début d'un déclin du religieux. Le déclin du religieux, il est valable évidemment dans le christianisme, il est valable dans toute forme de religion, par exemple dans le judaïsme aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi il va falloir être attentif, juif, effectivement, c'est en regard d'une pratique religieuse, mais pour les gens qui sont en dehors de la religion, ça va être une dimension nationale. C'est le même mot. Alors je vous ai fait parvenir une caricature. Cette caricature, vous voyez un grand personnage, alors on va lui donner des traits caractéristiques. Donc il faut que le juif puisse être reconnu, parce qu'on va reconnaître un noir parce qu'il est noir, un asiatique parce qu'il est jaune, un indien parce qu'il est rouge, et un blanc parce qu'il est blanc. Alors le juif, il va falloir le reconnaître, donc on va lui donner des traits spécifiques, alors vous voyez au niveau du nez, des cheveux, des lèvres, etc. Et on va lui donner un certain nombre d'autres caractéristiques, par exemple ici, vous voyez la République qui pleure sur l'arbre de la liberté d'où descendent des araignées, vous avez un chien qui urine dessus, et ce chien, si vous regardez bien la tête du chien, il va avoir la même tête que le grand juif qui manipule la magistrature après avoir brisé la police, etc. Et puis vous voyez les grands sacs d'argent sur le côté. Le juif, non seulement il manipulerait la société, l'État, mais en même temps c'est un voleur. En gros, on va lui attribuer comme ça des caractéristiques, la plupart du temps contradictoires, puisque par exemple, on va dire que le juif est un capitaliste, en faisant référence alors à telle ou telle famille, et en même temps on va lui affubler la caractéristique d'être un révolutionnaire qui veut la perte de la société. Il suffit de regarder Karl Marx, Trotsky, etc., Rosa Luxembourg en Allemagne. Voilà, on va lui attribuer comme ça des caractéristiques extrêmement contradictoires. Ça permet de séduire toute une catégorie de la population, et on a bien un processus de racialisation d'une population, la population juive. Alors en termes de caractéristiques, par exemple, on va dire, les juifs, on les trouve dans différents pays, donc ils ne peuvent pas se fondre dans le nationalisme. Ils sont nécessairement internationalistes, ils ne peuvent pas se fondre donc dans l'État-nation, parce qu'il y a des juifs allemands et des juifs français. Dans l'hypothèse d'une guerre franco-allemande, comment réagiraient les juifs? Ils ne peuvent pas être patriotes, etc. En même temps, si jamais ils s'inventent un destin national, ce qui est le cas à la fin du XIXe siècle, à travers par exemple le sionisme, on les accusera au contraire, là, pour le coup, de s'emparer de la patrie d'un autre. Donc tout ça est extrêmement contradictoire. J'aimerais sur cette question-là, pour finalement conclure et voir finalement ce qui traverse la société française à la fin du XIXe siècle, mais pas seulement la société française, vous faire écouter un entretien à la bibliothèque de l'Institut des questions juives. Ça se passe en France, ça se passe en 1942 à Paris, et c'est relatif au port de l'étoile jaune. Alors, 30 secondes. Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français ariens se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer? Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter. Et très
très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous. Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Voilà. Donc on est plus d'un demi-siècle après la fin du 19e, on est en France en 1942, puis vous avez ici une pointure du gouvernement de Vichy, de l'Institut des questions juives, qui dit quoi? Qui nous dit que le port de l'étoile, ça servira à reconnaître les juifs parce qu'il faut s'en protéger. Donc on est dans ce racisme classique qui consiste à dire que l'autre, il doit pouvoir être différent, il faut qu'il soit reconnaissable. Et c'est ce qui ferait la malignité supplémentaire des juifs, c'est que certains n'arriveraient pas complètement à les reconnaître, c'est-à-dire qu'ils ne correspondraient pas complètement aux stéréotypes et préjugés mis en place, d'où la nécessité de l'étoile. Et ce qui est... Alors, on passera évidemment sur l'analyse mathématique de Bistrot de M. Laville, hein, bon, 50%, on peut reconnaître 50%, et les autres. Et surtout, c'est si les juifs avaient la peau bleue, donc pas rouge, hein, pas vert, pas jaune, pas noir, parce que c'est déjà pris, mais il en vient à cette fameuse couleur de peau qui différencie et qui est donc l'inégalité à partir de laquelle on doit pouvoir hiérarchiser. Donc c'est bien dommage qu'en gros les juifs ne soient pas des schtroumpfs, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas la peau bleue. C'est vrai que pour ce qui est des martiens, ces petits hommes verts, hein, tout le monde le sait. Donc la couleur de peau est vraiment fondamentale pour distinguer, c'est le fondement même de ce racisme scientifique du 19e siècle qui va être appliqué spécifiquement aux juifs sous une forme antisémite avec des stéréotypes dont j'ai déjà parlé. Pour conclure, parce que j'avais dit que ce serait court, l'antisémitisme va trouver un terrain favorable évidemment au 19e siècle, parce qu'il y avait déjà une haine tenace qui avait traversé les siècles, c'était une haine religieuse. Le déclin du religieux va finalement participer à transformer cette haine religieuse ancestrale qu'on appelait l'antijudaïsme, les juifs étant les assassins du Christ, tout le monde le sait, hein, c'est bien ça, et va donc être racialisé et se transformer en antisémitisme. Voilà, je vous remercie.